Je te remercie. Je vais essayer de ramasser mes arguments, parce que je vois que nous sommes arrivés à l'heure où notre première partie doit s'achever. Donc, logiquement, je devrais me taire en vous recommandant de lire tout ce que Madeleine a écrit sur Jaurès, ou tout ce que Jaurès a écrit, ainsi que les continuateurs, disciples et autres. Donc voilà, ça vous occuperait pendant quelques temps. Donc effectivement, Jaurès a été, non pas l'unique, mais un grand objet d'intérêt pour Madeleine. On peut se demander effectivement comment cela s'est produit. Et si on y réfléchit, je pense qu'on retrouve très vite un certain nombre de choses qui d'ailleurs ont déjà été dites. Je crois qu'il faut évidemment rappeler à quel point c'est évidemment lié à sa conception de l'histoire. Après tout, avant de choisir Jaurès, elle choisit de faire de l'histoire, et elle choisit de faire de l'histoire parce que pour elle, s'engager et agir lui est absolument consubstantiel, et qu'elle estime que c'est la discipline la plus pédagogique, en quelque sorte, la plus civique. Et que même si elle aime beaucoup la littérature, même si elle aime beaucoup la philosophie, moi, elle me disait qu'elle avait hésité avec l'agrégation de philosophie. J'avais rencontré un jour un grand historien lié à la question coloniale et membre de la Ligue des droits de l'homme longtemps, Charles-André Julien, qui me disait des choses toujours émerveillées sur Madeleine, en disant qu'elle aurait pu passer n'importe quelle agrégation, etc. Elle a choisi l'histoire parce que c'est ce qui lui permettait finalement d'intervenir dans le débat civique. Et effectivement, je cite aussi parfois, je crois à peu près la dernière chose qu'elle m'a dit la dernière fois que je l'ai vue, quand on s'est quitté. Elle m'a dit oh, vous savez Gilles, mourir, bon, j'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je ne pourrais plus aller parler et rencontrer les gens. C'est ça, elle aurait évidemment souhaité que ça ne s'arrête jamais, quoi, évidemment. Le reste, bon. Donc, elle choisit l'histoire, lequel elle avait déjà un certain goût, puisqu'elle avait eu le premier prix du concours général en 1937. C'est la première fois que sa photographie paraît dans la presse. Le prix lui est décerné par le président de la République, Albert Lebrun. Et, bon, il faut le redire, ça l'ancre aussi dans l'histoire de la République française. Je pense que c'est des choses qui ont compté pour elle et qui comptent aussi dans sa formation. Après, elle a le parcours qu'on a déjà évoqué avec, disons, les drames de la guerre, des choix de sa famille. On a parlé de la sœur, mais je voudrais, puisqu'il vient de disparaître, rendre hommage aussi à son frère, François Amoudruz, qui était d'ailleurs, je crois, membre de la Ligue des droits de l'homme jusqu'à ses tout derniers temps, hein, qui vivait à Strasbourg, et qui a toujours eu beaucoup d'affection pour Madeleine, qui est venue d'ailleurs à toutes les réunions diverses d'hommages disons, de journées d'études qu'on a pu lui consacrer, qui était aussi membre de la Société d'études jaurésiennes et qui suivait tous les travaux, et quelqu'un qui a beaucoup, je crois, beaucoup compté aussi pour Madeleine, et qui avait été résistant. Il est porté, parce que c'est un des fondateurs aussi et des animateurs des associations d'anciens internés, résistants, patriotes et anciens combattants. Donc c'est une période qui compte beaucoup, et je crois qui est complexe, qui est compliquée, et je pense qui explique aussi d'ailleurs que Madeleine, une fois nommée au lycée de Mulhouse, agrégée et autres, ne se lance pas, disons, dans une vie de recherche de manière immédiate. D'une certaine manière, elle a ses 4 enfants, sans doute d'abord, et on voit qu'elle se consacre à son enseignement. Moi, elle m'a toujours dit que son rêve aurait été de devenir professeur de classe prépa, mais que, justement, une anecdote avec Jules Mock, son militantisme, faisait qu'elle n'était pas le genre de prof communiste qui pouvait accéder aux classes prépa, même s'il y avait des profs communistes qui accédaient aux classes prépa, mais enfin, il y a plusieurs types de profs militants, plusieurs types de profs militants communistes, et qu'elle ne remplissait pas toutes les cases pour être professeur militante communiste enseignée en classe prépa, et que finalement, c'est disons, dans la deuxième moitié des années 50, qu'elle pense, disons, reprendre un contact avec la recherche. C'est lié aussi au moment où elle quitte l'Alsace et qu'elle revient
en banlieue parisienne avec son mari. Et là, effectivement, je crois qu'il faut prononcer le nom de quelques-uns, disons, de ses contemporains qui ont beaucoup compté. Un nom que Gilles a déjà cité tout à l'heure, c'est Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet qui, effectivement, écrit l'affaire Audin en prenant un peu comme modèle les preuves, mais Pierre Vidal-Naquet qui s'était déjà intéressé comme étudiant à Jaurès. Il avait consacré, disons, l'équivalent des mémoires de master actuels à Jaurès à Carmaux, sous la direction de Ernest Labrousse, le grand historien de l'économique et du social, mais qui était aussi à l'époque directeur de la revue socialiste, ancien rédacteur à l'Humanité, qui avait connu à la fois Jaurès, les grands noms du communisme et du socialisme, directeur de cabinet de Blum en 1948, donc à la fois un grand universitaire et quelqu'un, disons, de très lié à la politique française sous son double versant, socialiste et communiste, avec de bonnes relations maintenues avec les deux partis, quelle que soit son appartenance propre. Évidemment, après, il a été PSA, PSU, ça coule un petit peu de source. Et donc, Vidal-Naquet, dont le propre père avait été proche collaborateur de Viviani et de Mitterrand comme avocat socialiste, faisait partie de ces quelques rares jeunes gens qui s'intéressaient encore à Jaurès dans les années 50, à un moment où on ne parlait plus beaucoup de Jaurès, où Jaurès était en phase, disons, d'effacement complet. On peut penser que Jaurès aurait pu connaître, si on avait prolongé le paysage intellectuel des années 50, ce qui a été le destin, par exemple, de personnalités comme Gambetta ou Briand, qui sont connus des spécialistes sur lesquels on fait des thèses, mais plus personne ne vit, plus personne ne manifeste, plus personne ne s'injurie, plus personne ne va rechercher des petites histoires contre Briand ou contre Gambetta, parce que tout le monde s'en moque éperdument, évidemment, la plupart du temps. Donc, je te laisse la responsabilité de cette assertion que je ne répéterai pas, qui vise le président de la République. Et donc, Pierre Vidal-Naquet, je dirais, voilà, il est quelqu'un qui, lui, s'intéresse à Jaurès, et c'est même une des raisons qui lui fait rencontrer, sans doute et s'entendre, avec Geneviève Raillac, qui devient Geneviève Vidal-Naquet, qui elle aussi s'intéresse à Jaurès, qui fait également un mémoire de maîtrise, c'était pas encore, maîtrise n'était pas le nom de l'époque, hein, mais enfin l'équivalent du master actuel, sur Jaurès, historien de la Révolution française. Donc le couple Pierre et Geneviève Vidal-Naquet ont travaillé sur Jaurès avant Madeleine Rebériou. J'ajouterai un troisième nom aussi qui précède, toujours d'ailleurs avec Ernest Labrousse, c'est Michel Launay, qui travaille sur Jaurès orateur, comme donc l'équivalent de la maîtrise ou du master, en 1954, travail que Ernest Labrousse apprécie tellement qu'il l'évoque dans un article du quotidien Combat. Il faut penser qu'à cette époque-là, un professeur de Sorbonne avait les moyens d'écrire un article dans un des grands quotidiens français pour signaler un mémoire de maîtrise ou de master d'un étudiant qui lui avait, disons, un peu tapé dans l'œil. On imagine évidemment difficilement cela aujourd'hui. Évidemment, quand je prononce les noms de Pierre et Geneviève Vidal-Naquet et de Michel Launay, on voit bien le lien qu'il va y avoir avec Madeleine Rebériou, sans faire trop d'histoire rétrospective. C'est évidemment la décolonisation, les guerres coloniales et les luttes pour l'indépendance des peuples colonisés. Les Vidal-Naquet et Michel Launay vont être des compagnons de Madeleine dans les différentes initiatives, comité Audin ou autres qu'on a citées, et jusque, disons, la fin de leur vie pour les Vidal-Naquet. Michel Launay aura un destin plus heurté, ayant souvent des problèmes de santé, mais ils seront tous, jusqu'à la fin, très proches les uns des autres, et vraiment des générations de la lutte anticoloniale. À tel point que Madeleine elle-même, quand elle était interrogée sur ce qu'il avait fait s'intéresser à Jaurès, ne citait pas forcément ses petits camarades, enfin bien qu'elle ne le dissimulait pas effectivement leur intérêt quand on en parle avec elle, mais elle, de manière un peu provocatrice, parce qu'elle aimait bien provoquer, disait « Je me suis intéressée à Jaurès grâce à Guy Mollet ». C'est le mérite qu'il faut lui rendre, parce que, comme vous le savez, elle avait une détestation particulière
pour Guy Mollet. Elle avait voulu comprendre, dans le contexte de 56, des pouvoirs spéciaux et tout, du gouvernement de Guy Mollet, comment les socialistes avaient pu tomber si bas en pratiquant la politique qu'ils pratiquaient en Algérie. Donc elle s'était dit, il y a forcément des raisons, il faut certainement que j'interroge cette histoire du socialisme et de la République, et elle s'était intéressée à Jaurès, avec évidemment les conseils de ses jeunes compagnons que j'ai évoqués. Et cela a abouti donc au volume que tu présentais, le petit volume des classiques du peuple sur Jaurès contre la guerre et la politique coloniale, qui est sa première contribution importante, disons, aux études jaurésiennes. Après, évidemment, le fil a suivi. Je remarque d'ailleurs que ces premières interventions, qui datent de 58-59, sont des études, des interventions qu'elle fait publier dans des revues, les cahiers internationaux, les Annales du Midi, Europe, sur Jaurès politique, Jaurès parlementaire et autres. Ça me semble intéressant parce que c'est aussi un des paradoxes de Madeleine. Je me souviens que lorsque la Revue des revues a fait un numéro spécial sur les intellectuels, la politique et les revues, Madeleine a été interrogée parmi une vingtaine, disons, d'intellectuels, et évidemment, elle les a pris billes en tête en leur disant « Ah, vous savez, pour moi, les revues, ça ne compte pas. Je ne me suis jamais intéressé aux revues. C'est pas essentiel, c'est pas là que ça se passe et tout. » Oui, bon, enfin, quand vous prenez ses premières contributions à Jaurès et sur des revues, et quelque chose d'aussi capital que son exclusion du Parti communiste français, c'est à propos d'une revue. C'est parce qu'elle est membre du comité de rédaction de la revue politique aujourd'hui, si on prend au moins la cause de prétexte. Évidemment, il y avait bien des soucis politiques par ailleurs, mais elle refuse de se désolidariser de projets faits avec des gens de milieux différents qui vont de la gauche du socialisme jusqu'à différents courants de la gauche radicale. Enfin, à l'époque, on disait plutôt extrême gauche, mais on n'emploie plus trop cette dénomination, et qu'elle maintient sa signature, contrairement à d'autres intellectuels communistes qui vont la retirer, que Madeleine est excuse, qui pour elle représentait énormément de choses. Ce qui fait donc que je pense qu'il ne faut pas forcément la prendre au pied de la lettre quand elle disait qu'elle n'était pas une femme de revue, elle était bien une femme de revue. D'ailleurs, le prochain soin de la revue, il y aura une salle Madeleine Rebériou, puisque c'est son centenaire, je profite de l'occasion pour le dire, rendez-vous en octobre à l'espace des Blancs-Manteaux. Et elle-même, entre le butin de la Société d'études jaurésiennes, le mouvement social qu'elle a dirigé après Métron et avant Patrick Fridanson, a été effectivement aussi quelqu'un de revue, pas quelqu'un, effectivement, une biographie, ça l'ennuyait, fallait respecter, disons, un peu les conventions du genre, raconter une vie, ça ne lui plaisait pas. Mais les colloques, les débats et les revues, les publications, ça l'a passionné. Je voulais dire cela parce que, je voulais dire juste, un mot, on a beaucoup cité son fameux « nos vies sont collectives ». Elle disait souvent cela, effectivement, en disant « nos vies sont collectives », et en expliquant que c'était la raison de son intérêt et de sa pratique de l'histoire. Mais elle ajoutait, parfois, elle a ajouté « mais nos vies sont aussi individuelles, bien sûr », et elle me disait, en tout cas, parce que justement, ça c'était pas forcément dans les interventions publiques, c'était plus dans la discussion, la conversation privée, et ça, c'est la raison de ma passion pour la littérature. Donc il y avait toujours un petit peu des deux. Le collectif, c'est l'histoire, l'intime, le particulier, c'est la littérature. Et tous ces étudiants savent bien que quand on a envoyé, ne serait-ce que pour parler de nos travaux en cours ou d'un projet de colloque, il y avait la moitié du temps qui pouvait être consacré à l'objet de la réunion et l'autre moitié du temps qui était consacré au roman qu'on avait lu ou qu'on avait eu le tort de ne pas avoir encore lu. Je me souviens, on m'a fait 20-30 ans lire Thomas Bernard, beaucoup d'autres, etc. Ah, vous n'avez pas encore lu ça, décidément, on voit que vous n'avez pas fait leur match, mon pauvre Gilles, etc. Prenez ça, etc. Vous donnez le livre. Et donc, c'était capital. Alors évidemment, je ne vais pas développer parce que je vais me hâter vers ma conclusion, comme le président de séance va me le dire, oui, même moi. Et effectivement, son apport à Jaurès va être absolument capital, parce qu'il ne s'agit pas de dire Jaurès député ou Jaurès et la politique coloniale vers l'anticolonialisme, comme disait Gilles Banseron. Maintenant, tous les spécialistes s'accordent un petit peu pour prendre cette formulation qui est commode, parce que ça nous permet de gérer les contradictions de Jaurès. Oui, tu as un masque, donc on ne t'entend pas, c'est très bien. Donc, nous avons trouvé la bonne formulation.
ce qui compte essentiellement avec, disons, le travail de Madeleine, c'est qu'elle a cassé la statue. Hein, Jaurès est effectivement un personnage à statut, vénéré, révéré, par les communistes, comme par les socialistes, voire par les pacifistes, comme les antifascistes, etc. Mais jamais personne ne prenait la peine d'aller le lire dans le détail ou de s'intéresser justement à ce qu'il avait pu dire précisément. Et Madeleine, effectivement, pour casser cette statue, était bien consciente qu'il ne s'agissait pas seulement de faire, comme le font d'ailleurs parfois certains groupes d'extrême gauche, des rééditions en rénotant les textes sacrés, intervention au congrès, intervention à ceci, intervention à cela. Oui, je me souviens de permanents dirigeants d'un parti politique auquel j'appartenais. Moi, évidemment, à l'époque, j'étais un peu jeune et naïf. Je pensais qu'ils connaissaient par cœur, forcément, le discours au congrès de Toulouse. Donc, je leur avais dit, oui, Madeleine pense que c'est pas un texte aussi représentatif. Oui, certainement, elle a raison. Je me suis rendu compte après que, bien entendu, c'est pas parce qu'on était dans un parti politique qui serait réclamé de Jaurès qu'on avait une connaissance fine et précise, disons, des discours de Jaurès dans tous les congrès. Et donc, justement, Madeleine, elle a bien, enfin, il me semble, tout son travail, en gros, a consisté à dire, connaissons mieux cette Troisième République, la société française, la culture française de l'époque, et c'est pour ça qu'elle a ouvert des tas de chantiers, sans forcément toujours les terminer d'ailleurs, en passant parfois d'un chantier à l'autre, hein, en étant parfois plus effectivement sur les problèmes sociaux, puis en basculant peut-être plus à un moment d'ailleurs sur les questions culturelles et artistiques. Ça, c'était la période Orsay. Mais justement, je crois qu'elle a beaucoup cassé, pas seulement la statue de Jaurès, mais disons beaucoup de construction un peu en artefact, un petit peu fragile. Et elle a beaucoup travaillé et beaucoup fait appel au travail des autres pour que toutes ces questions soient prises à bras-le-corps. Ce qui, me semble-t-il, a permis, grâce à des dizaines effectivement, d'articles, communications, colloques sur des sujets ou des autres, d'aboutir non pas à un discours unanime, parce que ça serait une nouvelle manière d'embaumer Jaurès et de refaire une statue, mais d'aboutir à ce que maintenant nous arrivons bientôt au terme de la publication des œuvres de Jaurès en 17 volumes, charge qu'elle m'avait en gros demandé de faire, parce que ça devait un peu l'ennuyer aussi d'aller trop disons, elle voulait bien commencer, mais elle voulait pas terminer, mais disons, je dirais de le faire avec toutes les contradictions historiques qui peuvent exister également dans l'œuvre de Jaurès. Hein. Elle avait à la fois beaucoup d'affection pour Jaurès, mais elle savait tout de même très bien, même si elle ne le disait pas forcément dans le détail, qu'il y avait plusieurs Jaurès, qu'il y avait des tas de difficultés, donc il y avait un Jaurès qu'elle aimait mieux, un Jaurès qu'elle aimait moins bien, etc. Et elle avait envie que tout cela vive. C'est une chose d'ailleurs sur laquelle il faut insister, parce que parfois, je l'ai vu avec les étudiants les plus jeunes, avaient l'image de Madeleine comme effectivement avec son caractère trempé, quelqu'un qui tranchait, qui n'était pas toujours facile à vivre, ce qui était vrai d'ailleurs, mais c'était un appel en général au débat, à la discussion, à la contestation. Elle ne détestait pas au contraire, elle ne détestait pas la confrontation. Et elle a été très heureuse, par exemple, que les œuvres de Jaurès soient assurées avec une équipe assez, disons, diverse, pluraliste, et que, voilà, que comme ça a été un mot d'ordre à un moment, que toutes les bouches s'ouvrent, pas de mannequin dans la société d'études jaurésienne, et qu'il y ait de la confrontation. Alors, c'est vrai qu'après, elle se défendait bien, hein, et que donc, si on voulait dire quelque chose d'autre, oui, j'ai terminé, si on voulait dire quelque chose d'autre qu'elle, il fallait avoir des biscuits, parce qu'elle ne faisait pas de cadeaux. On était sur le terrain, et donc, elle y allait, et il fallait pouvoir bien défendre son point de vue. Mais c'est comme ça aussi qu'elle faisait grandir, je pense, ses étudiantes et ses étudiants, dont j'ai été quelques-uns parmi nous, l'ont été aussi, parce que du coup, on se disait, tiens, pour la prochaine réunion, il faudra que je lise un peu plus, que j'affûte un petit peu tel ou tel argument, voilà. Et puis, donc, on revenait. Ben, voilà ce que je voulais dire, donc j'ai terminé avant les 2 minutes que tu me laissais. Je suis des... Ouais, voilà, merci.